Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Avec Ici, Maintenant, Autrement, nous donnons la parole aux acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, je reçois Céline Basset, qui est la fondatrice de la ferme Blue Soil. Bonjour Céline. Bonjour Alain. Alors Céline, vous avez créé la ferme Blue Soil en 2014 à Brooklyn, aux États-Unis. Vous avez ensuite développé le concept au Vietnam, en Birmanie et puis ensuite en France. Et la ferme Blue Soil a pour vocation de servir l'intérêt général à travers des activités non commerciales et sans but lucratif. Vous œuvrez dans 4 domaines d'activité qui sont la recherche et le développement pour élaborer des solutions et des outils de transition agricole afin de produire en régénérant. Vous travaillez également sur le concept de résilience alimentaire. Vous cherchez également à développer la ferme Blue Soil dans le monde et vous menez également des opérations de sensibilisation sur vos recherches et vos activités. Alors, lorsqu'on parle de résilience alimentaire ou encore de sécurité alimentaire ou de pénurie, c'était d'habitude des sujets que l'on abordait dans le cadre de pays en voie de développement. Et maintenant, nos pays riches semblent également confrontés à ces mêmes problématiques. Alors, selon vous, quelles sont les causes qui sont à l'origine de ce que l'on vit actuellement dans nos pays développés? Eh ben merci, effectivement pour cette, présentation et pour le coup, l'origine, l'un des facteurs du manque de résilience alimentaire sur les territoires, les différents territoires, qu'ils soient au niveau national, régional ou au niveau très local, au niveau d'une commune. Il vient premièrement, il est multifactoriel et il vient premièrement des problèmes des chaînes alimentaires. Les chaînes alimentaires dépendent des ce qu'on appelle les supply chains, c'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement qui sont à rallonge aujourd'hui. On va produire en France, on va exporter au Brésil et donc entre notre assiette, entre le producteur et notre assiette, il y a bien souvent un nombre incalculable d'intermédiaires. Le crédit carbone, le fameux indicateur crédit carbone, donc tout est indexé sur les énergies faciles, c'est-à-dire les énergies fossiles. Et l'un des premiers pionniers, il y a plus de 20 ans, qui a montré qu'il y avait des vulnérabilités systémiques sur l'ensemble des pays «riches» entre guillemets, c'est monsieur donc Stéphane Linou, avec qui j'interviens régulièrement, qui lui va parler de microbiote territorial, c'est-à-dire les acteurs, les différents acteurs d'un système, on va dire microbiotique, symbiotique à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas quand c'est macro. Ils sont 5, donc on a les producteurs, les transformateurs, les consommateurs, le monde associatif et la commande publique. Donc ces 5 acteurs forment le microbiote territorial et donc aujourd'hui le microbiote territorial est en mauvaise santé parce qu'il dépend pour se nourrir des chaînes d'approvisionnement qui sont indexées sur le pétrole et les énergies fossiles qui, on l'a vu récemment, varient, sont en inflation et sont, sous le joug, de «d'étranglement financier» entre guillemets. Donc, la première vulnérabilité, c'est cette chaîne d'approvisionnement qui peut être victime d'une cyberattaque, qui peut être victime du prix des inflations des énergies et qui peut être victime, par exemple, comme on l'a vu en 2020, d'une pandémie. Et là, dans ce cas-là, on a vu toutes les contractions énergétiques, toutes les contractions et le manque de résilience. Donc, quelque part, je trouve ça génial, en fait, qu'il y ait eu euh, ce type de problématique en 2020 parce que ça permet de mettre en lumière l'ensemble des vulnérabilités systémiques des pays riches. Et donc, aujourd'hui, ça n'est plus seulement l'affaire des pays en développement ou en voie de développement. C'est bien au contraire quelque chose des pays soi-disant développés, mais on verra que la notion de développement aussi varie d'un pays à un autre parce que est-ce que c'est vraiment être un pays développé de dépendre des grandes chaînes d'approvisionnement aujourd'hui et des énergies fossiles? Pas sûr. Donc ça, c'est l'une des premières vulnérabilité systémique. De par ce mode d'aménagement du territoire, c'est-à-dire basé sur ces logiques de on aura sans arrêt du gasoil, de l'essence et tout ce pétrole à volonté, eh bien, comme dit Stéphane Linou, avec ébriété, nous avons créé des territoires qui sont aujourd'hui des EHPAD à ciel ouvert, où plus aucun des acteurs du territoire n'est présent en nombre, en lien et en biodiversité aussi, pour pouvoir répondre à une demande, à un problème ou à une demande locale en cas des ruptures des chaînes d'approvisionnement. Tout s'écroule. Et donc, si l'assiette n'est pas remplie, ça peut techniquement devenir un enjeu de sécurité nationale, internationale,
de ne pas savoir nourrir 67 millions de Français ou bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais pas que, d'êtres vivants non humains, les animaux, les végétaux et tout ce qui est lié aussi à la chaîne agricole. Donc là, j'en arrive à ma deuxième vulnérabilité que j'appellerais écosystémique. Cette vulnérabilité écosystémique provient des méthodes culturelles qui ont été mises en place dans les années 60, donc la fameuse révolution verte, de manière mondiale. Bah là, pour le coup, elle aussi, elle a donné lieu à un EHPAD à ciel ouvert, puisqu'aujourd'hui, quand vous regardez nos sols, depuis l'avion ou simplement autour de vous, vous allez voir des sols nus, dévitalisés, et donc nécessairement, ça va aussi dévitaliser l'ensemble de la chaîne du vivant, en l'occurrence les animaux, mais les végétaux, mais aussi, a fortiori, nous. Donc là aussi, ça représente une deuxième vulnérabilité, de manière générale. Et pour en venir à une troisième vulnérabilité plus spécifique, on va arriver après à des problèmes qui concernent le premier acteur du microbiote territorial, les producteurs. C'est-à-dire que puisque le capital du foncier nourricier est complètement endommagé, dévitalisé, il ne peut plus produire sans perfusion, qui dépendent elles-mêmes, donc les perfusions, les engrais, les phytos, qui dépendent elles-mêmes des chaînes d'approvisionnement et des logiques extractives qui ont créé un écocide, en fait, pour faire un clin d'œil à Valérie Cabanès, et qui aussi sont responsables d'un effondrement, de multiples effondrements écologiques et économiques aussi, puisque bien sûr, c'est un effet domino qui se passe actuellement. Donc l'ensemble de ces problèmes, facteurs des vulnérabilités systémiques de l'organisation d'un territoire, de quoi dépend mon assiette pour pouvoir manger. Elle dépend du pétrole, elle dépend de l'extraction du phosphore en Russie ou en Albanie ou en Floride. Elle dépend d'énergie comme le pétrole pour être importé. Et donc, qui c'est au final qui se retrouve à pas pouvoir manger et avoir une assiette vide? C'est le consommateur et les petits ménages et les petits foyers. Donc ça peut vraiment techniquement créer de manière systémique aussi de l'insécurité, si et seulement si nous ne sommes pas dans une sorte de maturation intérieure qui vont permettre beaucoup plus la coopération plutôt que la compétition lorsque l'assiette sera vide. Et vu que tout le monde n'est pas de la même manière dans son écologie intérieure au même stade de développement, on va dire, eh bien, il peut y avoir des risques systémiques de sécurité. Très bien, merci beaucoup, hein, pour cette analyse, de la situation. Donc on voit vraiment, donc les enjeux, la complexité, l'interdépendance de l'ensemble des acteurs, le côté systémique donc, de ce qu'on pouvait imaginer comme quelque chose de très local, comme, l'alimentation, l'agriculture. On voit vraiment donc l'intégration de l'ensemble des facteurs, que vous reliez également à cette maturité, plus intérieure par rapport à la capacité de sortir de la compétition pour aller davantage vers la coopération. Donc tous ces éléments donc, finalement offre un paysage qui semble d'être d'une grande complexité. Donc comment on fait pour, adresser tout ce challenge? Est-ce qu'il faut l'adresser de manière totalement globale? Est-ce qu'on peut agir de manière, plus locale? Donc quelles sont les solutions qui sont proposées, par la ferme Blue Soil dans ce contexte-là? Bah, alors, la ferme Blue Soil, nous, on est dans l'expérimentation et donc dire: «Nous sommes la solution», ça paraît hyper pompeux et c'est pas du tout notre objectif pour le coup. L'objectif de l'association, c'est vraiment déjà, on est R&D, on est hyper, on essaie vraiment de rester dans de l'indépendance, de pas être sous le joug, en fait, voilà, de sponsors et on est surtout dans l'expérimentation heu, concrète. C'est-à-dire qu'on a aussi bien un laboratoire avec plusieurs microscopes, mais on a aussi un laboratoire à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on va expérimenter concrètement. On va pas mettre Dame Nature dans un tube à essai, c'est nous qui nous mettons dans le tube à essai de Dame Nature. Ce qui n'est pas la même chose parce que dans ces cas-là, on respecte le règlement intérieur de la nature et on essaye aussi de faire des passerelles entre les métiers. Donc celui du petit chercheur qui va expérimenter dans le laboratoire des choses telles que l'élevage des micro-organismes, mais aussi faire des élevages des micro-organismes au sein des fermes avec des méthodes low-tech et surtout des systèmes D qui vont permettre d'expérimenter les choses concrètement. En plus d'expérimenter aussi les métiers aussi clés et lourds aujourd'hui de l'agriculteur ou du paysan ou de la paysanne ou de l'agricultrice. Parce que bah, là aussi, c'est un autre problème systémique, c'est que les agriculteurs aujourd'hui sont à bout de souffle de par ce qu'il y a été enseigné il y a quelques années
Et bien, en fait, à la ferme Blue Soil, on a décidé d'incorporer, de vivre le métier d'agriculteur. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les emmerdes? C'est quoi les emmerdes de passer du conventionnel à une agriculture bio? Parce qu'en général, le tout public ne sait pas, mais ça veut dire gérer 114 hectares tout seul, avec un sol qui, et là pour le coup, si on peut faire voir la petite diapo sol ou racines. Voilà, celle-là. Aujourd'hui, quand il y a un mec ou une nana qui est tout seul pour gérer 114 hectares avec des racines qui font des angles perpendiculaires, et si on est dans des vignes, ça veut dire un sol qui est perfusé aux intrants, aux engrais, aux phytos. Ça veut dire donc des coûts de production. Ça veut dire un quotidien où la personne, l'agriculteur, n'aura jamais le temps de boire l'apéro avec les collègues. Ça veut dire des journées à 18 heures. Ça veut dire pas de vacances. Ça veut dire érosion quand il va y avoir des pluies battantes. Ça veut dire perte de rendement. Ça veut dire suicide, burn-out paysan. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et quand ça recouvre l'ensemble d'un territoire, et qu'on a donc cette couche que j'appelle imperméable, on appelle ça semelle de labour, plaque de compaction, moi j'appelle ça le manteau imperméable. On a pris un ciré et on a créé une couche imperméable sur quasiment les États-Unis, les produits, l'Europe, et ça représente beaucoup de choses à une grande échelle, beaucoup de surface. Donc ce type de problème, eh bien, il faut déjà le comprendre à grande échelle et puis au niveau microscopique, comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir implémenter des solutions au sein des fermes sans que ça soit lourd dans l'organisation de tous les jours de l'agriculteur qui va tester ces outils de transition agricole et nécessairement alimentaire. Donc, Ouais, voilà. donc ça, oui, oui, donc vous prenez en compte l'ensemble des paramètres et le paramètre humain en première ligne, sachant que, bah, c'est pas des machines qui font le travail, c'est avant tout, comme vous le dites, des paysannes, des agriculteurs, qui ont leur propre vie et qui ont besoin également de trouver un équilibre personnel dans leur activité, c'est pas sinon ça fonctionne plus. Donc, oui, effectivement, ça c'est un point intéressant et dans ce que vous présentez, vous parlez par exemple de ceinture alimentaire. Alors qu'est-ce que c'est la ceinture alimentaire? Alors, la ceinture alimentaire, elle peut avoir plusieurs formes. L'objectif, c'est que quand on est quand on est dans la ville, elle s'applique principalement dans la ville, dans les grandes zones urbanisées. C'est tout simplement avoir des ceintures maraîchères couplées à différentes techniques de production, puisque bah, quand les sols sont déjà bétonnés, moi j'utilise une technique hors sol qui est initiée, on va dire, qui a été inspirée par l'aquaponie, alors que l'aquaponie, de mon côté, ce n'est absolument plus viable. Qu'est-ce que c'est l'aquaponie? L'aquaponie, c'est censé être une culture on va dire un élevage de poissons mixé à une culture végétale dans un circuit d'eau fermé. Après 7 ans d'aquaponie, je vous assure que c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est absolument faux. D'accord? Beaucoup d'industriels l'amènent comme une solution. Moi, je m'oppose de plus en plus à ce type de culture qui, après avoir fait plusieurs années d'expérimentation et avoir comparé justement des techniques où j'utilise des urines humaines, des eaux de pluie dans un circuit vraiment fermé et avoir comparé des grandes industries d'aquaponie, c'est absolument à proscrire et ce n'est absolument pas la solution de demain comme certains le prétendent parce que ça gâche beaucoup d'eau. C'est un business plan qui est basé sur 80% d'apisciculture. Il n'y a rien, moins de 20% représente la culture végétale et il n'y a aucun, surtout, équilibre microbien. Quand je mets le microscope dans les grandes euh, on va dire, centre d'exploitation, pour le coup, aquaponique, il n'y a rien. Il n'y a pas, en termes de bactéries, de nitrification, il y en a très peu et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rendement. C'est quelque chose à la base qui est une technologie ancestrale et qui doit rester à petite échelle et dans son milieu naturel. Donc, pisciculture, chinampa, ou alors être une petite taille pour une famille, dans une échelle vivrière. Donc, donc là, et c'est pour ça que j'ai rebaptisé ça microbioponie à l'époque, puisque je voulais être détachée du prisme de l'aquaponie que j'ai pratiqué moi-même et que lorsqu'on vend son cheptel de poisson, on ne peut pas avoir de cheptel microbiologique en place non plus. C'est antinomique. On ne peut pas avoir une stabilité microbienne dans un système d'aquaponie en vendant l'ensemble du cheptel tous les jours. C'est un non-sens. Voilà. D'accord, donc là, en fait, oui, dans vos recherches, donc la partie, microbiologie est extrêmement importante. Est-ce que Oui. vous voulez, peut-être, dire quelques mots à ce sujet? Oui, tout à fait. Alors donc ça, j'ai parlé des différentes, de ce protocole expérimental où je partais des cultures hors sol, c'est-à-dire des cultures en eau principalement.
Moi, ce qui m'intéresse, avec toute urgence aussi, c'est, comment élever des micro-organismes parce qu'en fait, en gros, on pourrait dire que je suis une éleveuse de micro-organismes, pour pouvoir, réensemencer un sol et avec des techniques simples en utilisant les matières organiques locales pour que l'agriculteur ou le paysan, puisse être non dépendant de laboratoires qui vont élever des micro-organismes comme ça, qui vont être envoyés depuis l'Asie. Voilà, là aussi, on délocalise les micro-organismes, mais il y a une règle de territorialité, je pense, et j'en suis persuadée, et je le vois, dans l'élevage de micro-organismes endogènes pour un territoire. L'objectif, en gros, c'est élever ces bébêtes. Là aussi, il y a 5 acteurs du sol. Il y a les bactéries, les champignons que sont les décomposeurs, et il y a 3 autres familles qui sont très importantes, qu'on appelle les prédateurs, que sont protozoaires, nématodes, microarthropodes. Donc, ces 5 acteurs du microbiote du sol, s'ils sont en nombre, en lien et en biodiversité, ils vont nécessairement assurer plusieurs choses. La régénération du cycle de l'eau, l'autofertilité des sols, en relocalisant les cycles biogéochimiques, la séquestration du carbone et nécessairement un rendement exponentiel et une économie ultra locale. D'accord, donc là, ça ressemble à une solution miracle et donc là, c'est ce que ça élimine les engrais, c'est complémentaire? On fonctionne sans engrais, sans produits chimiques, sans ces éléments-là? Donc ça, c'est ma première Alors, question et après la 2e question, c'est, en termes d'économie d'échelle, comment ça marche? Est-ce que ça marche uniquement localement ou est-ce que c'est des technologies qu'on peut développer à grande échelle? Alors, première question, c'est pas une solution miracle, c'est une vieille solution, vieille comme le monde. Bien souvent, vous avez tous les travaux. Donc moi, mes travaux viennent, enfin, entre guillemets, ma prof, c'est le docteur Hélène Ingham, donc de l'école Soil Food Web. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Et celle-ci est surtout basée tout simplement sur l'étude fonctionnelle de la microbiologie. Dans la microbiologie, vous avez l'approche taxonomique très universitaire, dont on a besoin pour comprendre et zoomer sur un type de micro-organisme. Et puis, vous avez l'approche du docteur Ingham, à laquelle j'ai été formée, euh, une approche fonctionnelle. Comment est-ce qu'on va faire des ponts entre le monde paysan et le monde de la microbiologie? Comment est-ce qu'on va appliquer cette microbiologie? Et donc, par différents types de compost oxygénés microbiologiques ou certains types de lombricompostage oxygéné, on va réussir à extraire des micro-organismes avec des solutions low-tech, mais main pour des petites surfaces. Si vous avez des grandes surfaces, vous allez peut-être prendre un brewer, enfin une sorte de brasseur pour faire des thés de compost oxygénés. Mais vous avez aussi donc ces techniques qui sont des recettes en fait et qui permettent d'élever à partir de la matière organique, de la paille, du foin, des cartons, vos papiers ou alors tout simplement de la tonte de pelouse, des choses locales. Si vous savez bien composter, c'est-à-dire une digestion aérobie, soit oxygénée de la matière organique, vous arriverez à un résultat, à un élevage de micro-organismes endogènes en masse et en biodiversité. Industrialisé, si vous voulez, mais si on dépend encore des chaînes d'approvisionnement pour pouvoir. Encore une fois, là, il y a le microbiote territorial, y compris dans les microbiotes du sol. Un exemple, Trichoderma, qui est un champignon qui vient d'Asie, est envoyé à l'autre bout du monde pour éliminer le mildiou. Le problème, c'est que les biais méthodologiques de ce type de comportement, ce qu'on appelle les EM, on ne savait pas à l'époque que le Trichoderma, ok, il dégomme le mildiou, mais il va aussi dégommer les mycorhizes dans votre sol. Ah, on ne l'a pas vu pourtant dans la méthode sous le microscope avec la boîte de pétri. C'est dommage. Donc, d'où l'intérêt de garder son microbiote local. Et d'ailleurs, chez nous, ça s'applique. Un exemple, quand vous allez en Asie, que vous mangez bien souvent dans des endroits très aseptisés, puis qu'après vous allez pendant 3 mois en Asie, vous allez avoir la tourista pendant 15 jours. Votre microbiote intestinal n'est pas prêt à affronter le microbiote, on va dire, du sol ou l'ensemble microbiotique indien ou vietnamien. Vous voyez? Donc ça, il y a des micro-organismes partout. Donc, c'est important des fois d'avoir cette petite règle de territorialité et surtout pour régénérer et venir en aide aux parcelles agricoles, aux agriculteurs pour pouvoir relocaliser justement la production. Et donc, pour répondre dans la deuxième question, si vous pouvez me Oui, rafraîchir la la deuxième mémoire. question, c'est en termes d'économie d'échelle, parce que là, on parle d'approches qui sont très locales et Oui, avec donc on s'adapte aussi aux particularités de chaque sol ou de chaque pays ou chaque région. oui. Donc ensuite, on est quand même là où on parlait de nourrir, 7 ou 8 milliards d'individus. Donc comment on fait ça pour, est-ce que c'est des méthodes qui peuvent, se développer à grande échelle afin de pouvoir répondre à ces enjeux alimentaires qui vont devenir critiques?
Alors, développer à grande échelle, je dirais non. Développer, avoir une solution locale aux désordres globaux, je dirais oui. Et c'est là que, si je peux vous demander de mettre le slide de la toile alimentaire. Donc, c'est un Ouais, c'est schéma lequel? aujourd'hui. Non, Ouais, c'est c'est avant. celui-là? OK. Non, non, Ah non, pardon. non, 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 c'est la toile. C'est là où il y a les deux France. Désolée, oui, Oui, désolé. Ah OK, parfait. désolée. On pourrait prendre le Québec ou le Canada, mais bon, là, on a pris la France. En gros, l'objectif, c'est que chaque personne puisse s'approprier le savoir, que ce soit le tout public, le particulier, les amateurs potagers, les agriculteurs qui soient maraîchers, plantes aromatiques, viticulteurs, céréales, de manière à pouvoir installer des solutions locales aux désordres globaux. Donc, à gauche, aujourd'hui, on est encore dans une logique de centralisation, même des solutions, malheureusement. Or, moi, ce que je propose, et je pense qu'il est même préférable pour réduire les dépendances, il est préférable d'être autonome et de viser une grande résilience locale qui, mis bout à bout, comme une sorte de mycélium social de solutions, va se répandre sur l'ensemble planétaire. C'est pour ça que j'appelle ça la toile alimentaire de production. Et ça permet de respecter le règlement intérieur de Dame Nature, c'est-à-dire si on respecte son règlement intérieur, on a besoin d'un sol décompacté, on a besoin de comprendre les choses, on va nécessairement avoir une logique systémique régénérative. Et c'est là que, puisqu'on en parlait tout à l'heure, intervient aussi la logique des peuples premiers. Donc, quand j'étais à Bali, il y avait les peuples premiers, il y a un type de peuple premier, très animiste d'ailleurs. Au Vietnam, vous avez les Cham ou les Hmong. En Birmanie, vous avez beaucoup de peuples premiers, différentes ethnies. Chez vous, vous avez aussi différents peuples premiers. Quel que soit le point dans la planète du peuple premier, il y a quelque chose qui est récurrent, c'est qu'il y a un respect du règlement intérieur de Dame Nature. Il y a cette compréhension intuitive qui se transmet de génération en génération et qui, scientifiquement, quand on fait des ponts, est absolument magnifique puisqu'on voit que les pratiques ancestrales sont en fait révélatrices de phénomènes scientifiques qu'on voit seulement maintenant. Oui, c'est intéressant donc cet aspect-là donc également de repenser la place de l'homme dans la nature. Donc, la nature a été, depuis la révolution industrielle considérée comme une ressource à exploiter, donc avec toutes les technologies extractivistes, dont on paye le prix actuellement. Donc là, effectivement, le fait de replacer l'homme dans la nature, dans l'univers avec une notion d'intégration, je dirais de coopération, ça change totalement les choses. Mais dans ce que vous présentez, entre les aspects techniques, entre les aspects, plus, je dirais, philosophique où on replace l'homme dans un contexte différent, c'est une véritable révolution culturelle que vous proposez finalement. Alors c'est des grands mots, mais pour moi ça me paraît juste en fait logique, puisqu'il y a des peuples millénaires, qui ont toujours fonctionné comme ça et si on regarde scientifiquement, ce sont les seuls qui n'ont pas une empreinte carbone, de 11 tonnes de carbone par assiette quoi. Enfin, je veux dire, c'est les seuls peuples qui savent encore vivre avec les écosystèmes, qui ont un savoir botanique, un savoir médicinal, un savoir microbiologique. Parce que je prends l'exemple quand j'étais au Vietnam à Cha Coe. Cha Coe, c'est un tout petit village au centre du Vietnam qui est millénaire et qui pratique des méthodes ancestrales maraîchères qui interagissent avec les rivières. Donc, ils vont aller chercher la nuit. Déjà, ils travaillent la nuit parce qu'ils savent que les micro-organismes du sol sont photophobiques. Ils n'aiment pas la lumière, les micro-organismes du sol. C'est pour ça que le sol n'aime pas être labouré, en fait. C'est comme si on mettait nos intestins à l'air libre. On a les mêmes individus photophobiques dans notre intestin. C'est pour ça qu'on est dans le noir. Ils sont dans le noir. Et les micro-organismes du sol, c'est la même chose. Donc, il y a plusieurs échelles, micro, macro. Et donc, ce petit peuple du sol était respecté par le peuple ancestral du Vietnam, donc à Cha Coe, dans ce village, puisque cultivaient la nuit. Et ils allaient chercher, ils savaient qu'intuitivement, il y avait dans certaines boues des rivières, des boues oxygénées, des micro-organismes qui pouvaient réimplanter dans le sol de manière oxygénée aussi. Donc, toutes ces techniques, en fait, il y a ce savoir intuitif. C'était les premiers expérimentateurs, ce sont les premiers ingénieurs agronomes, en fait. C'est un peu culotté de dire ça, mais il faut vraiment faire des ponts entre les mondes et rassembler vraiment ce qui était par, quoi, ce qui était par. Aujourd'hui, il y a trop de guerres, les choses sont en silo. Et donc, comme vous l'avez dit, voilà, on a mis aussi à travers la science, on a, on a séparé les mécanismes, on a mis des fractures et des séparations et des paysages à chaque fois. Et ce qui fait qu'il y a d'un côté la chimie, d'un côté la biologie, sauf qu'il n'y a pas de chimie sans biologie, il n'y a pas de biologie sans chimie. Il n'y a pas d'air sans eau, il n'y a pas d'eau sans terre. Vous voyez, en fait,
Donc oui, j'aime bien faire ce comparatif parce que c'est eux qui ont, un énorme apport à faire aussi aux sciences. Il faut faire des ponts, des passerelles. Ouais, donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant et qu'on retrouve à travers, en fait, les différents acteurs qui cherchent à repenser un peu la façon de faire et puis d'essayer d'avancer vers de nouveaux paradigmes. Donc cette notion de retisser un lien avec la nature, de repenser, comment l'homme, je dirais, s'intègre plus, harmonieusement dans le vivant, ça fait partie un peu des sujets qui reviennent souvent. Mais après, souvent, la question qu'on se pose: OK, bon, sachant qu'on commence à je dirais, on redécouvre un peu ces sagesses, traditionnelles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on redevienne des chasseurs-cueilleurs ou qu'on redevienne, qu'on devienne des Amish ou qu'on abandonne totalement la modernité pour vivre, comme les peuples premiers? Donc comment on fait pour, passer de mode de vie hyper urbain, hyper aseptisé à ce que vous décrivez, comme étant, je dirais, une union un peu plus harmonieuse avec la nature et puis des méthodes, de production qui sont totalement, je dirais, à l'opposé de ce qu'on fait actuellement. Alors, il y a plein de réponses dans cette question. Déjà, quand on respecte le règlement intérieur de la nature, ça peut être très rentable. C'est ce qu'on est en train de faire, en termes d'expérimentation et d'ailleurs, ça a été toutes ces expérimentations que je fais avec 7 agriculteurs, donc ça fait des centaines d'hectares maintenant à gérer. On va calculer les indicateurs économiques. Tout ça, je l'ai empaqueté dans une thèse, donc maintenant je suis depuis très peu de temps, doctorante, justement au CNAM, au laboratoire sécurité défense, pour pouvoir intégrer le sol, l'entité sol vivante comme stratégie de sécurité alimentaire. Et donc, empaqueter tout ça, c'est aussi dans une thèse aussi, faire comprendre que dans le système vivant, il y a donc l'être vivant humain, l'être vivant non humain. Dans le non humain, vous avez végétal, animal, micro-organisme. Et c'est pas parce qu'on voit pas que ça n'existe pas. Donc ça, là, je bifurque dans le monde ancestral de ce qui ne se voit pas existe. Malheureusement, l'homme cartésien blanc a toujours été oui, bon, alors ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Donc là, il y a un inversement, puisque la microbiologie, c'est techniquement quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut un microscope pour voir. Donc, à partir de ça, si vous voulez, pour pouvoir s'intégrer d'un mode de vie très urbanisé, aseptisé à un écosystème local, il y a plusieurs solutions. Soit par conviction, ce qui était mon cas il y a 10 ans, soit parce qu'on se casse la gueule et qu'on n'aura pas le choix. Et donc, il faudra travailler énormément les capacités de résilience internes. Et donc ne pas rentrer dans de l'insécurité de bah moi j'ai besoin de nourrir mon enfant, mon assiette est vide, bah, je vais aller dégommer mon voisin avec des armes, ok. Et donc ça passe par la transmission du savoir, la transmission de choses. Par exemple, quand j'étais en Asie, donc là je l'ai expérimenté. Et ben il y avait pas d'ambulance, il y a pas de pompiers. On se casse la figure en moto, on est inconscient, c'est quelqu'un qui va nous prendre sur sa bécane. Et si on a le malheur d'avoir le pied qui traîne derrière la bécane, on aura le pied complètement râpé en arrivant à l'hôpital 12 kilomètres plus tôt. Je raconte l'histoire d'une connaissance qui n'avait plus de doigts de pied suite à ça. On est tout le temps dans l'insécurité, dans la permanence de la vie. Donc, à partir du moment où aujourd'hui on nous a mis dans des silos de sécurité et que la vie c'est impermanence, bah c'est un long apprentissage très marrant qu'il va falloir faire en fait. Oui, bah, là, c'est ça, on en revient vraiment à des notions plus philosophiques, plus, même spirituelles par rapport à cette conception de la vie. Donc effectivement, la modernité nous enferme un peu dans des boîtes, donc c'est la vie en boîte, hein, littéralement, aseptisée, sécurisée. On voit qu'il y a également une tendance de la société vers encore plus de sécurité, mais encore moins de liberté et plus d'aseptisation. Bon, on ne rentrera pas dans le débat sur la pharmacie et cetera, mais c'est comme assez intéressant. Donc, en fait, on retrouve toutes ces dimensions de repenser le vivant, de repenser la place que l'on a dans le monde et puis, tout ça nous amène finalement à un chemin intérieur, à une transformation intérieure, mais ça prend du temps. Donc aujourd'hui et c'est un peu ce qu'on voit dans tous les domaines, c'est qu'on a d'un côté une espèce d'urgence, vitale, quoi. C'est-à-dire que si demain, il y a plus d'électricité, il y a pas d'énergie, il y a pas de nourriture, alors ça pose des des problèmes, extrêmement sérieux et puis d'un autre côté, on s'aperçoit que la plupart des solutions que l'on propose demandent, je dirais, un changement total de conception, de la vie, un changement total de conception de soi et souvent ça s'accompagne d'un cheminement personnel qui peut prendre des décennies. Donc comment est-ce qu'on arrive un peu à concilier, si c'est possible,
ces 2 extrêmes entre l'urgence d'un côté et puis une évolution qui demande une telle transformation intérieure que ça prend d'habitude, de nombreuses années. Bah, par l'expérience, quoi qu'il se passe de toute manière, les choses doivent se passer et dans le présent, là, maintenant, on a toujours deux options quand on a un problème et là, je vais pouvoir partager le problème, que j'ai depuis 48 heures. J'ai la montagne qui est derrière moi, qui est en train d'engloutir ma maison. On peut avoir éventuellement un ordre d'évacuation. Les règles sont très mal faites en France. Je ne sais pas où je vais être logée. On arrive au mois de novembre. Hem on n'est pas une famille très riche, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est quelque chose qui, amène beaucoup d'émotionnel de se dire que demain je peux ne plus avoir de toit, enfin mardi précisément, en fonction des réponses, des géotechniciens. Il va falloir faire preuve de résilience quoi qu'il se passe. Et en fait, quand ça arrive, c'est juste là. Donc les 2 options, c'est est-ce que je vais nourrir mon angoisse, ma colère, ma peur ou est-ce que je vais prendre mon énergie et je vais créer des outils, fermenter socialement, créer du lien et en fait, on n'a pas le choix. Et là, je vous assure, confrontée à une drôle de situation en Europe parce qu'à la limite, avoir ce type de situation, la montagne qui s'écroule sur la maison en Asie, ça allait puisqu'on était dans un tissu un peu plus organique, on était dans un pays différent. Un pays qui n'a pas connu, en tout cas là où j'étais, la globalisation, la mondialisation et tout ça à l'époque, hein, je parle en 2017-2016. Donc là, j'aurais été plus en sécurité. Or aujourd'hui, je suis dans un pays où tout le monde est divisé, chacun dans sa petite maison, sa règle de propriété et ouais, la suite au prochain épisode, vous savez donc là, j'ai un peu plus peur parce que personne va peut-être me proposer sa maison ou peut-être pas, ou peut-être pour 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va advenir? Les assurances? Superbe aventure de la vie, je vous assure que c'est, et donc on n'a pas le choix que de faire appel à sa résilience intérieure et quoi qu'il se passe, de garder son alignement, pour analyser les choses sans les mentaliser et choisir les chemins les plus justes pour s'adapter et on peut pas être tout seul. Il faut réapprendre à travailler ensemble avec le vivant humain et non humain. Donc, oui, intéressant ce que vous amenez, donc cette collaboration entre le vivant humain et non humain et puis également ce point que vous avez soulevé concernant le fait que la science a tendance à pas forcément vouloir explorer, ce qu'on ne voit pas. Donc c'est sûr que la science occidentale moderne, s'est intéressée à ce qu'elle pouvait mesurer avec des instruments, avec des technologies. Bon, maintenant, il y a quand même une autre part de la réalité, qui échappe totalement à cette analyse de la réalité, mais qui a été faite par d'autres civilisations, d'autres cultures, notamment en Orient, qui, depuis des millénaires, s'attachent à explorer l'invisible avec d'autres formes de technologie. Ça, c'est peut-être un autre débat. Donc oui, parce que vous amenez également cette impermanence de la vie avec des dangers ou des catastrophes qui peuvent frapper. Donc là, dans votre cas, j'espère que ça va bien se passer pour la montagne, la maison. Donc oui, un péril immédiat. Mais c'est ça, donc malheureusement, je pense qu'on va effectivement arriver à un niveau collectif, à une période probablement assez difficile, dans lesquelles, la réalité risque de frapper, assez durement et comme vous l'évoquez, ce sera peut-être l'occasion de retrouver, des liens, de la solidarité, de la coopération plutôt que d'être chacun dans sa petite boîte. Ben en fait, tant qu'on n'aura pas compris, moi, c'est une impression et c'est très personnel et subjectif, mais j'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas compris de manière collective, qu'il faut aller dans cette direction, on se prendra des méga baffes. Donc on va résister à changer, à s'organiser autrement, à coopérer, à travailler avec l'ensemble du vivant. Ce qui ne veut pas dire annuler l'argent, annuler l'économie, hein. On peut être comme, je cite, Isabelle Delannoy, dans une économie symbiotique, c'est basé sur le vivant. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la technologie tout en étant dans le low-tech. C'est être très high-tech que de savoir très bien utiliser le low-tech au final. Ça veut dire savoir réutiliser ses mains. Quand je suis rentrée en France, les personnes savaient tenir enfin, sur les chantiers participatifs, il y avait quelques personnes qui avaient qui étaient des experts pour faire du bois, travailler, la scierie et tout, mais la majorité des gens avaient perdu, on s'est tertiarisé, ils avaient perdu leur manuel. Alors qu'en Asie, tout le monde sait faire du béton, de la maçonnerie, y compris moi j'ai appris là-bas. Aujourd'hui, vous savez, là aussi, on a divisé les filières. Oh, être maçon, c'est horrible. Ah non, être maçon, c'est l'avenir de demain. Parce que vous pouvez bâtir votre maison sans dépendre d'argent, etc., etc. Enfin, donc remettre ces apprentissages, il faut être généraliste.
Et il faut, je pense, déjà, faut pas dire «il faut» parce que ça m'énerve, donc je dis des choses qui m'énervent moi-même, mais en gros, l'objectif, ça serait quand même de récupérer, l'ensemble de ces savoirs et de les mettre collectivement ensemble de manière organique, comme un système organique. On est un macrosystème organique. Pourquoi est-ce qu'on se comporte en en cellules, on va dire, qui vont se manger comme un cancer? Donc ça, je crois que c'est également ça fait partie des axes que vous développez avec, la ferme Blue Soil, avec, la sensibilisation, le travail sur, le jeu, l'intelligence collective. C'est des choses que vous expérimentez aussi ou que vous cherchez à développer? Oui, alors, alors ça, c'est par une entreprise qui s'appelle Chaos Fertile. Et Chaos Fertile, ils ont inventé un jeu qui permet en fait justement de manière très naturelle, ils ont réussi à faire un outil très pédagogique pour faire rejouer les gens en chambre. Parce que si les peuples premiers, ils savent très bien s'organiser de manière organique, ils ont pas besoin de faire des réunions et des réunions et des réunions pour dire: «Alors aujourd'hui, on va faire ça». Nous, on est un peuple, que je dirais un peu adolescent, le peuple occidental. Donc on n'est pas encore très mature, on se tire la couverture de notre côté, mais moi je veux plus d'attention. Et donc ce jeu permet de naturellement enclencher de manière subtile des leviers d'organisation où naturellement les gens vont se mettre, à leur place, tout simplement pour pouvoir, servir le collectif. Donc Chaos Fertile, ça a été fondé par Franck Obadia et Charles Fontaine. Et donc il y a des collaborations comme ça avec eux. Et quand, par exemple, on va faire des ateliers, bah, il va y avoir un stress test et on va voir comment les gens vont s'organiser et à travers ce jeu. Donc ouais, moi, je vous encourage vraiment à aller voir Chaos Fertile, ils sont vraiment très, très cool. Ils sont très, Excellent. très intelligents, ouais. Super. On va arriver tranquillement à la conclusion de l'émission. Alors Ouais. peut-être en termes d'ouverture, de perspective, comment vous voyez un petit peu vous l'évolution de la ferme Blue Soil? Vous en êtes où dans votre, dans vos projets de R&D? C'est quoi les prochaines étapes? Alors là, depuis février 2022, on a, mis en place un protocole avec, différents agriculteurs où on va élever des micro-organismes locaux. Donc on va être chez les agriculteurs, dans leur ferme, récupérer de la matière organique, faire la petite souplette microbiologique pour pouvoir la mettre sur leur champ, calculer les indicateurs économiques pour encourager les autres acteurs qui résistent, et leur dire: «Regardez, c'est rentable aussi de travailler avec Dame Nature, c'est pas uniquement un truc de bobo, quoi». Et donc ce protocole expérimental est énorme puisqu'il implique 7 agriculteurs et bah, d'ailleurs, on est en train de faire une petite levée de fonds puisque, bah, là, on a besoin de financer des tests d'ADN, des tests de mesure d'eau, des tests de pesticides, de taux de pesticides dans le sol au temps T0, à 1 an, à 2 ans pour pouvoir, de manière très sérieuse, montrer l'évolution, lorsqu'on remet de la biologie dans le sol. Et que ça pourrait limiter nécessairement les coûts de production et surtout régénérer les écosystèmes, sur les 2, 3, 4 années à venir. Donc là, on est tous à fond dessus et donc c'est aussi rentré dans cette fameuse thèse. Donc on est multi-recherche, mais là, je dirais qu'on est, pendant les 2 prochaines années, sur ce protocole-là. Après, on continue nos missions de sensibilisation. Donc là, il y a 2 jours, bah, je représentais la ferme Boussoil et j'étais sur, les rencontres nationales du maraîchage sur sol vivant. Donc bah, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pourrais vous transmettre le lien et il y a différents acteurs. D'ailleurs, il y avait un acteur américain et un autre Canadien, qui intervenaient. Donc c'était vraiment, très bien. Donc Excellent. on est à fond dessus, on continue. Parfait. Et pour les gens qui voudraient vous soutenir, qui nous écoutent, vous faites une campagne, Hello Asso en France? Oui. OK, Hello parfait. Asso et le projet s'appelle, «Redonner, vie au sol, une question de sécurité alimentaire» et bah, je pourrais aussi, vous passer le lien, très prochainement. Excellent, parfait. Ben, on communiquera là-dessus au niveau de la vidéo avec les liens vers la ferme Blue Sol et j'imagine qu'à partir de la ferme Blue Sol du site web, on a accès à l'ensemble de ces ressources pour les gens qui veulent, creuser davantage et puis vous soutenir, dans vos actions. Oui, les rapports de recherche en général sont, dans la partie résultats et vous pouvez, downloader en fait les études, sur, les qualités nutritionnelles ou ce qui se fait. Excellent. Bah, écoutez Céline, je propose qu'on conclue avec la présentation de ces projets. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de participer à l'émission aujourd'hui. Donc, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la ferme Blue Soil, qui œuvre en France, mais également dans d'autres pays du monde. Merci également à nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Et Libre Média existe également grâce à vos dons, donc une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Merci à tous et puis à très bientôt.